Je voyage avec mon ex. Nous partagerons une chambre privée et le même lit, mais tu dois me faire confiance, m'a écrit ma fiancée. Revenue enceinte, elle a exigé que j'assume. La décision finale du juge l'a fait s'effondrer en larmes. Nous vivions déjà ensemble. Nous étions en couple depuis presque 4 ans. Nous nous étions fiancés il y a quelques mois et nos familles étaient heureuses. Nous n'avions pas encore fixé de date exacte pour le mariage, car nous voulions économiser un peu et le faire correctement, sans dette. Bref, tout était calme. Honnêtement, je ne suis pas une personne jalouse. J'ai toujours cru que celui qui veut faire quelque chose le fera de toute façon, avec ou sans permission. Et je préfère qu'il le fasse sans me mentir en face. Mais regarde comme c'est curieux. Au final, le mensonge est venu déguisé en discours spirituel sur la confiance. Un jour, Pauline est rentrée du travail plus sérieuse que d'habitude. Elle m'a dit qu'elle devait me parler de quelque chose d'important. J'ai pensé que ce serait à propos du mariage ou qu'elle voulait proposer un changement à nos plans d'épargne, mais non. Elle m'a fait asseoir dans le salon, s'est placée devant moi comme quelqu'un sur le point de donner un discours présidentiel et m'a demandé « Me fais-tu confiance ?» Sans trop réfléchir, je lui ai dit oui. Je l'ai même remercié de me poser la question. Je lui ai dit oui, que dans une relation, la chose la plus importante était la confiance. Grosse erreur. Dès que ces mots ont quitté ma bouche, elle a souri comme si elle avait gagné un point dans un débat. « Je suis contente de t'entendre dire ça », a-t-elle répondu, car je pense que nous sommes déjà à un stade où nous devrions nous prouver que nous nous faisons confiance, et j'aimerais te proposer un test de confiance. À ce moment-là, j'ai déjà senti un picotement dans ma nuque. Quand quelqu'un vous dit que vous devez prouver votre confiance, ce qu'il veut vraiment dire, c'est « je vais faire quelque chose que tu sais être mal, mais je veux que tu l'acceptes avec un sourire ». Néanmoins, je l'ai laissé parler. Je ne voulais pas tirer de conclusions hâtives, mais elle s'est assurée de les confirmer rapidement. Elle m'a regardé dans les yeux avec ce ton de voix qu'ils utilisent quand ils veulent vous manipuler sans que vous ne protestiez et m'a dit « J'ai décidé de partir en voyage avec un ami, juste avec », je lui ai dit non sans explication. Ma réponse a été un non direct, surprise comme si elle ne s'attendait pas à ce que je réagisse si vite. Mais au lieu de s'expliquer, elle m'a demandé d'écouter. Je savais déjà où cela allait, mais je suis resté assis quand même. « Non, tu viens de dire que tu me faisais confiance », a-t-elle lâché. Eh bien, c'est ça le test. Je vais être honnête avec toi. Ce n'est pas n'importe quel ami. C'est Mathieu. Eh bien, Mathieu était son ex. Un ex qui, elle-même m'avait dit il y a des années, l'avait trompé. Un ex qui, selon elle, elle avait dû pardonner pour beaucoup de choses parce qu'il était immature et ne savait pas ce qu'il voulait. Et maintenant, soudain, il était un ami digne de voyage ensemble. Je veux que tu comprennes, a-t-elle dit solennellement, que lorsque tu promets quelque chose, tu dois le tenir. Il y a longtemps, quand j'étais encore avec lui, je lui ai promis qu'un jour nous ferions un voyage ensemble et nous n'avons jamais pu le faire. Maintenant, l'occasion s'est présentée et je pense qu'il est important de tenir ma parole. Je l'ai juste regardée pendant quelques secondes. Je ne sais pas si elle s'attendait à ce que je me lève et applaudisse, mais ce que j'ai fait, c'est le contraire. Eh bien, alors c'est fini entre nous. Elle s'est offusquée. Elle a pris son visage de dignité blessé, celui qu'ils utilisent quand ce sont eux qui font quelque chose de mal, mais qu'ils veulent que vous ayez l'air du méchant. Tu ne me fais pas confiance, a-t-elle répété comme si c'était une arme définitive. Je te faisais confiance, lui ai-je dit. En ce moment, avec tout ce que tu dis, tu me prouves le contraire. Elle a froncé les sourcils et m'a dit, cela n'a rien à voir avec le passé. C'est un test de maturité. J'ai répondu, oui, la maturité de comprendre qu'on ne voyage pas avec un ex quand on est en couple, du moins si on respecte sa relation. C'est alors qu'elle a perdu son sang-froid. Elle a dit que je ne comprenais pas, que je réagissais comme un adolescent, que nous en parlerions à son retour. Il n'y aura pas de retour, lui ai-je dit. C'est fini. Mais elle a insisté. Elle a dit que nous n'allions pas mettre fin à une relation de plusieurs années pour un petit voyage avec un ami. Je lui ai répété la même chose, c'est fini. Elle s'est levée, agacée, et a dit qu'elle n'allait pas continuer à discuter, que nous en parlerions à son retour. J'ai répondu qu'il n'y avait rien à dire, que tout était déjà clair, mais elle a continué à refuser d'accepter la fin. Elle a dit qu'elle n'avait pas rompu avec moi, que nous parlerions plus calmement après le voyage.
Le voyage était prévu 2 jours plus tard. Puisque nous vivions ensemble, je suppose qu'elle ne voulait plus me voir pour éviter d'affronter le problème, alors elle est restée chez une amie. Quant à moi, je ne vais pas nier que ça m'a fait mal, mais ça m'a aussi clairement montré qu'il n'y avait rien à sauver. Je ne sais pas si vous auriez cru cette histoire, mais moi non. Je n'ai pas attendu qu'elle revienne me trouver chez moi comme un idiot. J'ai utilisé ces 2 jours pour faire mes valises. J'ai mis mes vêtements dans des cartons. J'ai pris mes outils de l'atelier, mes livres, mes papiers. J'ai rassemblé tout ce qui était à moi, et je suis parti. Avant de partir, j'ai appelé mes parents. Je leur ai dit que les fiançailles étaient rompues. Ils ont été surpris, ce qui était logique. Ma mère a demandé si j'étais sûr de ne pas faire quelque chose d'impulsif, mais je leur ai expliqué et ils ont compris. Vient maintenant la partie la plus curieuse. Quand je rassemblais mes affaires dans la salle de bain, j'ai ouvert le tiroir où elle gardait ses crèmes et son maquillage pour prendre la trousse de premier secours que j'avais mise là. Et parmi tout ça, qu'est-ce que vous croyez que j'ai trouvé? Sa bague de fiançailles, celle que je lui avais donnée. Elle l'avait rangée là comme si c'était n'importe quel autre accessoire. Elle ne l'avait même pas prise avec elle quand elle était allée dormir chez son amie. Je ne sais pas depuis combien de temps elle ne la portait plus, mais ce détail a confirmé ce que je savais déjà. Elle avait déjà pris sa décision bien avant de me le dire. Ce qu'elle m'a dit n'était pas une consultation. C'était une formalité. Elle savait déjà qu'elle partait. Elle voulait juste que je l'accepte avec des applaudissements. Évidemment, j'ai gardé la bague. Je pouvais la mettre en gage et obtenir de l'argent supplémentaire. Quand Pauline est partie en voyage, j'ai pensé que j'aurais enfin quelques jours de silence. Je l'avais seulement bloquée sur WhatsApp, une erreur car quelques heures plus tard, elle a commencé à m'écrire sur Instagram. Le premier message disait quelque chose comme « Alors tu m'as bloqué ?» Comme c'est immature. Et plus bas, eh bien, je te fais savoir que nous sommes arrivés en toute sécurité. Nous dormons dans des chambres séparées. Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Il était accompagné d'une photo de l'hôtel. Une de celles qu'ils envoient pour que tout paraisse normal. Dès que je l'ai vu, j'ai levé les yeux au ciel. Je n'ai pas répondu. Je suis juste allé sur son profil et je l'ai bloqué. De plus, je n'allais pas perdre mon temps avec quelqu'un qui essayait de me faire passer pour le jaloux de l'histoire. À ce moment-là, elle ne savait toujours pas que j'avais déménagé, mais elle n'a pas tardé à le découvrir. 2 jours après son retour de voyage, elle s'est présentée à ma nouvelle adresse. Je ne sais pas qui lui a donné l'information, mais quelqu'un de nos connaissances mutuelles a dû ouvrir la bouche. Elle a frappé à la porte plusieurs fois jusqu'à ce que je sorte. Elle m'a dit qu'elle était allée à notre ancien appartement, l'avait trouvé vide et avait eu peur, pensant que quelque chose m'était arrivé. Puis elle a changé de ton. Elle a dit que ce que je faisais était idiot, que je devais me calmer, que je ne devais pas agir comme un enfant gâté. Je lui ai répété la même chose que je lui avais dite avant son voyage, c'était fini entre nous. Il n'y avait rien à dire, mais elle a insisté, mettant son pied dans la porte comme si elle ne voulait pas me laisser la fermer. Je lui ai dit de partir. Elle a juste ri. Quelques minutes plus tard, elle a commencé à crier de l'extérieur. Pas des insultes, mais des phrases pour se faire entendre. Elle disait, « Tu ne veux pas m'écouter, mais tu le feras quand même. » Puis elle a commencé à tout justifier, rien ne s'est passé. Nous avons dormi dans des chambres séparées. Mathieu est un gentleman. Il te tient même en haute estime. Cette partie m'a fait rire. L'ex qui l'avait trompé, le même gars avec qui elle avait décidé de tenir une promesse, me tenait maintenant en haute estime. Cela semblait presque une blague. J'ai appelé la sécurité de l'immeuble pour la faire partir. Plusieurs voisins avaient déjà jeté un coup d'œil par leur fenêtre et je ne voulais pas finir enregistré dans une vidéo de potin. Ils lui ont demandé de partir. Elle a continué à parler en s'éloignant, disant qu'elle n'allait pas abandonner, que tout n'était qu'un malentendu. Les jours suivants, elle est revenue plusieurs fois. Elle se tenait devant l'immeuble où m'attendait à proximité. Elle m'envoyait des messages indirects par des connaissances. Une fois, elle a même laissé une note à la réception de l'immeuble me demandant de ne pas détruire ce que nous avions. Plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était elle, bien sûr. Il disait que si je continuais à l'ignorer, elle allait parler à ma mère. Cela ne m'a pas surpris. Je la connais.
Je sais comment elle pense. Je suppose qu'elle pensait que si ma mère s'impliquait, je céderais. J'ai répondu, fais-le. Va la voir. Et elle l'a fait. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ma mère savait déjà tout. Dès que je lui ai parlé du voyage, elle a compris le genre de personne qu'était Pauline. Alors quand elle s'est présentée chez mes parents, elle n'a pas été accueillie par des câlins ou de la pitié. Ma mère n'est pas du genre à crier. Mais elle a le genre de caractère que l'on ressent juste en la regardant. Pauline est arrivée avec son discours préparé, que tout n'était qu'un malentendu, que rien ne s'était passé, que c'était moi qui exagérais, que ce n'était qu'un test de confiance, qu'elle avait besoin de quelqu'un pour me faire entendre raison. Ma mère l'a laissé parler un moment, puis lui a dit qu'elle savait déjà tout, qu'il n'y avait rien à justifier. Pauline a essayé de jouer la victime, disant que j'étais impulsif, que je ne l'écoutais pas, que j'agissais par orgueil. Mais ma mère n'a généralement pas beaucoup de patience. Elle lui a dit que si elle voulait du respect, elle aurait dû le montrer avant de partir en voyage avec un ex. Pauline est restée sans voix. Elle a essayé de changer de sujet pour dire qu'elle ne voulait pas de problème, qu'elle voulait juste me parler. Ma mère l'a interrompu et lui a demandé de partir. Mais Pauline a continué à insister, disant que c'était injuste, qu'elle avait seulement voulu tenir une promesse, que ça ne signifiait rien, qu'il devait l'aider. C'est alors que ma mère a perdu patience. Elle ne l'a pas insulté, mais elle lui a clairement fait savoir qu'elle n'était pas la bienvenue. Elle lui a dit de partir avant qu'elle ne doive la jeter dehors par la force. Et comme Pauline ne bougeait pas, ma mère a perdu patience et l'a jetée dehors avec des claques de ses claquettes. Malheureusement, je n'ai pas pu le voir de mes propres yeux. Mais grâce à mon père, j'ai pu tout savoir. Ce fut la dernière fois qu'elle a essayé de me contacter directement. Après que ma mère l'ait jetée dehors, elle a cessé de se montrer. Elle n'a plus appelé, ni écrit, ni envoyé de messages indirects. Je suppose qu'elle a enfin compris que son jeu de confiance était terminé et qu'elle n'avait plus personne à manipuler. Ma paix n'a pas duré trop longtemps. Presque un mois après que tout se soit calmé, Pauline est réapparue. Je ne l'attendais pas. Je n'avais aucune raison de la voir ni aucun désir de l'écouter. Mais quand quelqu'un comme elle décide qu'elle a encore quelque chose à dire, elle le fait quoi qu'il arrive. Elle a demandé à parler un instant. Je lui ai dit que je n'avais rien à discuter, mais elle a insisté, disant qu'elle n'avait besoin que de quelques minutes pour éviter une scène devant l'immeuble. J'ai accepté. Elle est entrée, s'est assise en face de moi et est restée silencieuse pendant quelques secondes. Elle semblait nerveuse, mais pas par culpabilité. C'était le genre de silence que l'on fait en préparant un coup. Puis elle a pris une profonde inspiration et m'a lâché le morceau. Je suis enceinte, a-t-elle dit sans détour, droit au but. Je suis resté immobile, attendant de voir quel était le piège caché. Ça n'a pas mis longtemps à arriver. Et c'est le tien, a-t-elle ajouté d'un ton presque répété. Tu dois penser au bébé. Nous ne pouvons pas continuer à nous disputer pour des choses stupides. C'est le moment de nous rapprocher, pas de nous éloigner. Je l'ai regardée sans rien dire. Elle a interprété mon silence comme une opportunité de continuer à parler. Tu devrais rentrer à la maison, a-t-elle poursuivi. Nous pourrons nous marier le plus tôt possible pour que le bébé ait un foyer stable. Je ne veux pas qu'il grandisse au milieu des problèmes. J'ai dû me retenir de rire. C'était absurde. Je lui ai rappelé que nous avions rompu avant son voyage et que juste après avoir passé plusieurs jours avec son ex, elle se retrouvait maintenant enceinte par coïncidence. Je lui ai dit que c'était une trop grande coïncidence. Ne commence pas avec ta paranoïa, a-t-elle répondu. Rien ne s'est passé. Toi et moi avons toujours été prudents, mais les méthodes échouent. C'est quelque chose qui peut arriver. Oui, lui ai-je dit, mais il peut aussi arriver que le père soit quelqu'un d'autre. Son visage a changé. Cette fausse confiance qu'elle avait toujours affichée avait disparu. Elle m'a regardé comme si je l'avais le plus grandement manqué de respect. Tu dis que je t'ai trompé, a-t-elle demandé, indignée. Non, je ne le dis pas. Je le pense, ai-je répondu. Et pour en être sûr, j'ai besoin d'un test de paternité. Elle a croisé les bras et a soupiré lourdement comme si j'étais un enfant qui avait besoin d'être éduqué. Comme tu es tombé bas, a-t-elle dit. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses autant de tort. Tu étais différent avant. Tu me faisais confiance avant. Avant,
tu ne me demandais pas de croire en toi pendant que tu partais en voyage avec ton ex, lui ai-je rappelé. Si tu veux vraiment que j'assume mes responsabilités, je le ferai. Mais seulement si un test prouve que cet enfant est le mien. Je ne vais pas t'épouser ni me remettre en couple. Et si je ne veux pas faire le test, a-t-elle demandé avec défi. Alors il n'y a plus rien à dire, ai-je répondu calmement. Je ne vais pas m'occuper d'un enfant dont je ne sais pas s'il est le mien. Elle s'est levée brusquement, claquant sa main sur la table. Tu es un lâche. Tu me laisses seul au pire moment de ma vie. Tu sais tout ce que j'ai traversé. Je te demande juste de me faire confiance une seule fois. Juste une fois. Cette phrase m'a fait sourire. Fais-moi confiance. La même qu'elle avait utilisée pour justifier son voyage. La même vieille excuse, seulement maintenant enveloppée de drame. Non, lui ai-je dit. Elle a quitté mon appartement en furie. Elle a dit que j'allais le regretter. Elle voulait que j'assume mes responsabilités de la manière forte. Je n'ai rien répondu. J'ai fermé la porte et suis resté silencieux un instant, essayant de tout digérer. Je n'étais plus surpris par son comportement, mais cela m'épuisait. Elle devait toujours tout transformer en drame ou en manipulation. Une semaine s'est écoulée sans nouvelles d'elle. Ne vous méprenez pas, j'étais heureux de ne pas avoir de ses nouvelles, mais la connaissant, elle tramait probablement quelque chose. Par précaution, j'ai trouvé un avocat et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Il m'a écouté calmement, a pris note des dates et m'a expliqué ce qui pouvait arriver si elle tentait quelque chose de légal plus tard. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, que l'important était de tout documenter au cas où les choses se compliqueraient. Alors, me voici, attendant de voir ce qu'elle va inventer. Je n'ai pas de nouvelles d'elle, mais la connaissant, je ne pense pas qu'elle restera silencieuse longtemps. La seule chose dont je suis sûr, c'est que quoi qu'il arrive, je ne me laisserai plus manipuler. Alors, vous savez, les gars, pas de test de confiance. Première mise à jour. Merci à tous pour vos commentaires. J'en ai lu plusieurs et honnêtement, cela ne me surprend même plus que beaucoup d'entre vous aient également été confrontés au fameux test de confiance. Cela semble être une excuse universelle pour justifier des absurdités. Mais bref, pour en venir au fait, cela fait presque 1 an et demi depuis la dernière fois que j'en ai parlé. Et oui, il y a eu des développements. Il y a quelques mois, j'ai été officiellement informé que j'avais une audience au tribunal. Pauline avait intenté une action en justice contre moi, affirmant que je devais être responsable du bébé qui, selon elle, était le mien. Je n'ai pas été surpris. Je l'ai vu venir le jour où elle a quitté mon appartement en criant qu'elle me ferait assumer mes responsabilités de la manière forte. Alors, je me suis présenté avec mon avocat. Quand je l'ai vue dans la salle, quelque chose a attiré mon attention. Elle avait l'air nerveuse. Elle n'avait pas la même confiance qu'avant. Ce regard de supériorité qu'elle affichait quand elle pensait avoir le contrôle. Elle tenait le bébé dans ses bras. Et malgré tout, j'ai eu un peu de peine, non pas pour elle, mais pour l'enfant qui n'était coupable de rien. Le juge a commencé l'audience directement. Il a demandé à Pauline si elle maintenait sa demande, et elle a dit oui. Elle a dit que j'étais le père, que j'avais refusé de lui répondre et que j'avais disparu de sa vie, la laissant seule au moment le plus difficile. Tout le discours parfaitement répété. Le juge m'a donné la parole, et j'ai expliqué ce qui s'était passé. J'ai raconté toute l'histoire, le voyage avec l'ex, le test de confiance, la rupture, la grossesse suspecte, tout avec des dates et des détails appuyés par les messages que j'avais conservés. Quand j'ai eu fini, le juge est resté silencieux un instant, puis a ordonné un test ADN. Le plus drôle, c'était de voir le visage de Pauline. Dès qu'elle a entendu qu'elle devait subir le test, son expression s'est effondrée. Elle a essayé de le cacher, mais sa peur était perceptible. Je ne sais pas qui a pu la conseiller, mais elle espérait clairement ne pas avoir à en arriver là. Peut-être pensait-elle qu'elle m'intimiderait avec la plainte et que, par peur, je céderais sans demander de preuves. Son avocat a essayé de soutenir que ce n'était pas nécessaire, qu'elle avait suffisamment de preuves, mais le juge a été ferme. Les ressemblances ne sont pas des preuves. Madame, ici les choses se règlent avec des preuves scientifiques. Donc, il n'y a plus eu de discussion. Nous avons tous deux été convoqués pour le test et la date a été fixée. Le jour où nous sommes allés au laboratoire, elle m'a à peine regardé. Elle portait le bébé et essayait d'agir calmement, mais on pouvait voir le tremblement dans ses mains.
J'ai signé les papiers, fait ce qu'ils m'ont demandé et suis parti sans dire un mot. Quelques semaines se sont écoulées jusqu'à ce que le résultat arrive. Je suis allé avec mon avocat le récupérer. Pauline était là aussi. Dès qu'elle m'a vu entrer, elle a essayé d'éviter mon regard. Le juge a ouvert l'enveloppe devant nous, a lu silencieusement pendant quelques secondes, puis a dit d'un ton sec, le résultat est négatif. Il n'y a pas de lien biologique entre monsieur et le mineur. Pauline s'est figée. Elle n'a pas dit un seul mot. Elle n'a même pas essayé de simuler la surprise. Son visage disait tout. Elle a baissé la tête, a serré le bébé dans ses bras et a fixé le sol. Le juge a conclu l'audience et nous a demandé de partir. C'était exactement ce que je savais déjà depuis le début, mais au moins maintenant, c'était écrit, avec un sceau et une signature. Mon avocat m'a conseillé de ne pas rester les bras croisés. Il a dit que ce type d'accusation laisse des traces même si elles sont fausses et que je devais créer un précédent. Alors, nous avons déposé une contre-plainte pour diffamation, frais de justice et atteinte à ma réputation. Pauline devait apprendre que mentir et manipuler n'était pas gratuit. Le processus a duré quelques mois. Lorsque la sentence est finalement tombée, le juge a ordonné à Pauline de couvrir une partie des frais de justice et de payer une amende symbolique pour diffamation. Rien qui ne me rende riche, mais assez pour qu'elle apprenne. Et surtout, il a été clairement établi au dossier qu'elle avait tenté de m'attribuer un enfant qui n'était pas le mien. Je ne vais pas mentir, j'ai de la peine pour ce bébé. Il n'est coupable de rien, mais je suis complètement sûr que le père est son ex, Mathieu. Le plus drôle, c'est que j'ai récemment appris par des amis communs qu'il avait quitté le pays. D'après ce qu'ils m'ont dit, dès qu'il a appris la grossesse, il a disparu. Beaucoup de gens m'ont dit que je devrais me venger. S'il était à ma portée, peut-être que je le ferais, mais pour commencer, je ne le connais pas directement. Et de plus, puisqu'il a fui le pays, il n'y a aucun moyen. Et surtout, honnêtement, cela me prendrait beaucoup de peine pour une femme qui n'en vaut pas la peine. La vie lui apprendra. J'y crois. D'après ce que je sais, Pauline le cherche désespérément. Elle le poursuit, essayant de le faire assumer ses responsabilités, mais elle n'a aucune chance. Pendant ce temps, l'enfant a été confié à ses parents. Apparemment, ce sont eux qui ont pris en charge l'éducation parce que Pauline ne trouve pas d'emploi stable et ne peut pas le subvenir seule. Ses parents n'ont rien dit non plus pendant tout ce processus. Pas une excuse ou un mot. Ils ont simplement disparu de la scène comme si rien ne s'était passé. Je suppose que la honte était plus grande que le désir de continuer à la défendre. Eh bien, pour finir avec quelque chose que beaucoup ont demandé dans les commentaires de la première partie, la bague de fiançailles. Elle ne me l'a jamais demandé ni mentionné, alors je l'ai vendue. Ce n'était pas une fortune, mais cela m'a aidé à payer une partie des honoraires de l'avocat et à couvrir certaines dépenses personnelles. Plusieurs mois se sont écoulés depuis la fin du procès, et je n'ai plus eu de ses nouvelles. Cela ne m'intéresse pas. Je suppose qu'elle vit toujours chez ses parents, essayant de remettre sa vie sur les rails, ou cherchant une autre personne à convaincre avec ses discours sur la confiance. Alors les gars, encore une fois, pas de test de confiance, car quand quelqu'un vous dit ça, ce qu'il fait vraiment, c'est vous préparer à une trahison. Et croyez-moi, il n'y a pas de pire sentiment que de réaliser que vous aviez raison depuis le début.